Bonjour à tous, bonjour chers maîtres, chers confrères. Alors je vous présente le dernier cas pour cette session de Challenging Case. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt. C'est une patiente qu'on a pris en charge au service de cardiologie de Kérouan. C'est une patiente âgée de 55 ans. Elle s'est présentée pour des palpitations. À l'ECG ainsi qu'à l'Holter, on a objectivé des extrasystoles ventriculaires monomorphes, type retard droit, avec une charge de 10% du tracé de 24 heures, dédoublé et des accès de tachycardie ventriculaire non soutenus. Bien évidemment, devant des extrasystoles, l'échographie doit être obligatoire. C'est ce qu'on a fait. Voici son échocardiographie en fait. Quand vous le voyez, une fonction ventriculaire gauche préservée, avec ce qui est remarquable surtout, un épaississement des feuilles valvulaires et un prolapsus valvulaire avec une sorte d'enroulement systolique du ventricule gauche ou bien ce qu'on appelle un curling. Et sur l'image de droite, en fait, on voit donc une sorte de ce qu'on appelle la disjonction mitro-annulaire qu'on va objectiver également sur les vues 2 cavités et 4 cavités. Ça marche pas. Alors, en faisant le Doppler tissulaire sur la paroi latérale au niveau basal du ventricule gauche, on trouve en fait une accentuation du Doppler tissulaire avec un signal aux alentours de 18 cm par seconde, ce qui correspond à ce qu'on appelle le signe de Pickelhaube, qui traduit en fait une traction accrue de la paroi latérale du ventricule gauche, en particulier au niveau basal. Alors, bien évidemment, lorsqu'il s'agit d'une pathologie de la valve mitrale, on doit compléter l'exploration par une échographie transœsophagienne. C'est ce qu'on a fait. On objective, que ce soit sur ces vues 4 cavités ou bien 2 cavités, un épaississement de la valve mitrale avec ce mouvement de curling, avec cette disjonction annulaire mitrale, qu'on a confirmé également surtout l'aspect de disjonction en 3 cavités et sur la vue bicommissurale. Donc, en Doppler couleur, on n'a pas de fuite mitrale significative, plutôt la fuite, elle nous paraît modérée sur les différentes coupes. Et pour une meilleure étude, sur l'écho 3D, on confirme en fait l'aspect de Barlow de la valve mitrale avec un prolapsus qui touche tous les festons. Et puis, en Doppler couleur, malgré la présence de stitching du fait de l'absence d'apnée par le patient pendant l'acquisition en plusieurs battements, on trouve la fuite valvulaire qui est plutôt localisée du côté médio-latéral de la valve. Et donc, la conclusion de notre échographie, c'était un important prolapsus des 2 feuillets mitraux de type Barlow, avec une insuffisance mésotélésystolique localisée dans la région postéromédiale de la valve. Cette fuite a été jugée plutôt modérée, c'est-à-dire de degré 2 sur 4, avec une héro à 0,2, un volume régurgité à 23 ml par PISA 2D et une vena contracta 3D en télésystole à 25 mm². On a calculé la disjonction mitro-annulaire à 18 mm et puis on a un esprit mid-systolique à 18 cm par seconde au niveau de l'anneau mitral postérieur avec un VG qui n'est pas dilaté, une bonne fonction ventriculaire gauche. Alors, nous sommes devant une patiente avec une maladie de Barlow, avec un prolapsus, une fuite mitrale modérée, avec une disjonction annulaire mitrale, mais plutôt qui présente un problème d'arythmie ventriculaire. Alors, la question pour la prise en charge, c'était c'est quoi le risque de mort subite de cette patiente ? Est-ce qu'il faut lui implanter ou non un DEF ? Et la deuxième question, est-ce qu'il y a une place à une chirurgie de la valve mitrale dans ce contexte ? Si ce n'est pas pour le retentissement hémodynamique, c'est pour prévenir ces arythmies. Alors, je rappelle rapidement que la disjonction annulaire mitrale, c'est une entité morphologique qui a bénéficié d'une grande attention ces dernières années. Elle a été décrite en 1980 et par définition, comme on le voit sur la figure, c'est une séparation macroscopique entre l'attache du feuillet mitral postérieur sur la paroi atriale gauche et la base du ventricule gauche. Et puis, on a trouvé une corrélation entre prolapsus valvulaire mitral, disjonction annulaire mitrale. On peut trouver des prolapsus sans disjonction. On peut trouver une disjonction sans prolapsus. On a montré également sur des études IRM qu'on surestime parfois la prévalence des disjonctions puisqu'il y a ce qu'on appelle la pseudo-disjonction. La différence, c'est le point d'insertion du feuillet donc postérieur de la valve mitrale qui est normal sur la paroi ventriculaire dans ce qui est pseudo-disjonction.
Et puis, lorsqu'on parle de prolapsus valvulaire mitral, c'est 2 à 3% de la population. C'est la principale cause d'insuffisance mitrale primaire dans le monde occidental. Et la définition, elle est simple, échographique, sur une coupe lentaxe. C'est un déplacement systolique de plus que 2 mm, d'au moins un feuillet valvulaire au-delà du plan de l'anneau mitral. Et puis la maladie de Barlow, c'est la cause la plus connue de prolapsus valvulaire et qui est due à une dégénérescence myxoïde donc de la valve. Donc schématiquement, on peut avoir un prolapsus isolé, c'est les formes frustes. On peut avoir un prolapsus dans le contexte d'une maladie de Barlow ou bien un prolapsus dans le contexte d'une maladie fibroélastique, la dégénérescence fibroélastique avec fréquemment des ruptures de cordage et ce qu'on appelle les flail leaflets. Voilà, donc l'entité de prolapsus valvulaire mitral arythmogène, en fait, elle s'est posée si on a les critères suivants, la présence d'un prolapsus avec ou sans disjonction, et puis surtout la présence d'arythmies ventriculaires. Ces arythmies doivent être fréquentes, plus que 5% d'extrasystole, ou bien complexes, ou bien une tachycardie ventriculaire en particulier soutenue, ou bien si on a une TV non soutenue avec une cadence de plus de 180 millisecondes et avec condition l'absence de tout autre substrat arythmique bien défini, tel que par exemple une cardiopathie ischémique. On a fait la courroux pour cette patiente qui était normale. Et l'hypothèse, en fait, c'est qu'il y a un étirement mécanique permanent du myocarde durant la systole, ce qui va engendrer une hypertrophie locale des cardiomyocytes dans un premier temps, puis une transformation fibreuse qui va constituer un substrat anatomique pour ces arythmies. Donc, selon la littérature, on considère comme arythmie ventriculaire à haut risque les patients avec une TV soutenue, TVNS polymorphe spontané ou bien TVNS monomorphe rapide au-delà de 180. Et chez ces patients, surtout si on a d'autres critères phénotypiques, c'est une indication d'un défibrillateur automatique implantable en prévention primaire. Alors pour les autres situations, ça reste au cas par cas. Et donc pour notre patiente, parmi les autres éléments pour stratifier le risque, c'est la prise de contraste au gadolinium à l'IRM cardiaque. C'est ce qu'on a fait. On a trouvé une prise de contraste en fait au niveau de la paroi basale, la partie basale de la paroi inférolatérale. On a confirmé la disjonction par l'IRM également, donc par les mouvements en systole et en diastole. Et en suivant en fait les guidelines du dernier consensus international, donc paru en décembre 2022 sur les recommandations, qu'est-ce qu'il faut faire en ce qui concerne surtout la stratification du risque chez des patients avec un prolapsus malin. Alors, nous sommes dans la deuxième ligne. Notre patiente, elle avait des palpitations. À l'holtère, on a objectivé des tachycardies ventriculaires, mais ce n'est pas une TV soutenue, c'était des TV non soutenues. Reste à dire, est-ce que c'était une TV à haut risque de mort subite ou non ? Alors, on peut chercher les autres critères. Par exemple, cette patiente, elle a une disjonction, elle a un rehaussement tardif à l'IRM. Dans ce contexte, on peut en fait, en classe 2A, indiquer un défibrillateur automatique en prévention primaire. Reste la question, est-ce que si on fait une réparation valvulaire mitrale, une annuloplastie, etc., dans l'idée de rompre en fait le mécanisme de ces arythmies, est-ce que ça peut apporter un bénéfice pour la patiente? Pour notre patiente, on lui a proposé le défibrillateur, elle a refusé. On l'a mis sous double association bêta-bloquant amiodarone, mais malgré ça, après 3 mois de contrôle, la charge rythmique, elle est la même. Elle continue à faire des TVNS, elle n'a jamais syncopé. Donc la question du défibrillateur, donc, elle reste toujours posée. Sinon, juste un mot, et je profite de mes maîtres chirurgiens pour nous donner leurs remarques. Quant à la place de la chirurgie de réparation mitrale, ce n'est pas le mitraclip, puisque le mitraclip ne va pas agir sur le mécanisme de traction, c'est plutôt l'annuloplastie surtout. En fait, certaines études ils ont dit que le fait de faire disparaître cette disjonction après annuloplastie, c'est probablement un facteur important dans la réduction du taux d'arythmie observé, mais actuellement, on n'a pas de place bien définie, de sorte que les indications de la chirurgie sont identiques à celles d'une insuffisance mitrale primaire. C'est-à-dire, si on n'a pas d'insuffisance mitrale significative, comme c'est le cas ici, probablement on n'a pas besoin, mais ça reste discutable et je vous remercie. Voilà.